Monsieur le ministre des Finances, Eda Chalroum. Bonjour à tous. Sabah al-Khir. Particulièrement, j'ai des amis que je vois depuis des années qui nous ont quittés. Je regarde essentiellement Mme Fouzia Saïd, que je tiens à saluer. Certainement, certains l'ont rencontrée ce matin. Et je vais commencer par elle, par l'ancienne secrétaire générale aussi du ministère des Finances. Et donc, c'est une consécration aujourd'hui et c'est un travail qui est fait. Lancé depuis 2004 et nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer cette période et commencer une nouvelle période. Monsieur Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne, ami de la Tunisie, un grand expert aussi en finance. Lors de nos discussions sur les dossiers financiers, c'est le meilleur appui pour la Tunisie, c'est celui qui comprend le mieux les enjeux de la Tunisie. Des enjeux qui sont liés à la situation tunisienne, parce que beaucoup d'experts, et on a beaucoup en Tunisie, je le dis assez peut-être, mais ces experts-là essaient d'analyser la situation de la Tunisie dans un pays qui passe par des difficultés dans un cycle économique normal. Et merci pour les Européens, pour nos amis, pour M. Bergamini, qui comprennent que la Tunisie d'aujourd'hui, c'est aussi la Tunisie qui a connu un changement très important en 2011, un pays qui se trouve dans un environnement très difficile. Il a parlé de la Libye, il a parlé de notre voisin aussi, mais il n'a pas parlé des problèmes vécus par la situation tunisienne, par l'évolution de la société tunisienne. Donc, toute analyse doit être prise dans ce cadre-là. Toute analyse doit prendre en considération que nous ne sommes pas dans un problème de crise cyclique, mais nous sommes dans une situation de transformation sociale, transformation des institutions dans un environnement qui n'est pas stable. Et tous ces éléments-là, les Européens, nos amis européens l'ont pris en considération et je les en remercie parce que c'est notre appui, c'est tout à fait normal que ce soit notre appui compte tenu des relations historiques, compte tenu aussi des relations qui nous ont permis de dépasser la crise la plus importante, la crise sociétale et la crise de notre modèle social et du modèle économique. Je remercie aussi nos amis français représentés par M. Sekula. Je remercie la France. La France, c'est un ancien et c'est un ami, c'est un pays ami, c'est un pays qui a soutenu la Tunisie, c'est le modèle le plus proche de la Tunisie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même si on veut une transformation, c'est une transformation qui doit prendre en considération l'évolution des expériences. Et l'expérience française, c'est l'expérience la plus proche. Et beaucoup de chantiers aujourd'hui sont engagés avec l'apport technique, que ce soit à travers Expertise France, que je remercie, et je salue Madame Claire Lottier, directrice adjointe des opérations d'Expertise France, qui nous accompagne dans beaucoup de dossiers. Et cet accompagnement, c'est intéressant, ça ne veut pas dire que nous allons copier le modèle français, mais c'est une expérience à prendre en considération. C'est une expérience qui va permettre de trouver les repères par rapport à ce que nous avons déjà engagé, à ce que nous attend, même si on prend un chemin qui serait différent. C'est l'occasion aussi de saluer nos partenaires techniques et financiers, leurs représentants ici, les différents directeurs et directeurs généraux, les responsables du ministère des Finances. J'ai commencé par Mme Fouzia Saïd parce qu'on a commencé à travailler sur ce dossier en 2004. Il y a aussi un travail qui a été fait pour tous les cadres du ministère des Finances qui s'est accéléré à partir de 2012-2014 et puis par la présentation de la loi en 2015. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette cérémonie. C'est la célébration, c'est un terme génial parce que la célébration, c'est qu'on a réalisé quelque chose. Effectivement, cette cérémonie qui nous réunit consacre le lancement d'une loi organique qui va assurer le portage législatif et réglementaire de la réforme et qui permettra le passage à une nouvelle ère de la gestion publique. Dans ce cadre, permettez-moi aussi de remercier tous ceux qui nous ont aidés durant ces différentes étapes. De 2004, je ne vois pas réellement une grande différence par rapport à ce qui a été engagé. Parce que cette réforme, c'est la réforme qui a été portée par l'administration,
par les cadres du ministère des Finances. Et je me rappelle en 2004, 2005 et surtout en 2006, lors de la commission avec Mohsen Thabit, avec tous les cadres du ministère des Finances, c'était pour nous un défi. C'était un défi, mais c'était trop théorique par rapport à certains. Et lorsqu'on parlait des délais, je me rappelle que je recevais en 2010 la présidente de la Cour des comptes, je salue Fadila aussi, la représentante de notre Cour des comptes en Tunisie, elle me disait qu'il a fallu 10 ans. Et pour les politiques, 10 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e année. Et je trouve que ce qui a été réalisé, ces 15 ans n'ont pas été inutiles. Ces 15 ans, peut-être on aurait pu, si on était dans une situation normale, les réduire à 10, mais c'était nécessaire, c'était pédagogique et c'était important. Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire si on avait accéléré les choses, si on avait commencé en 2008, même en 2010. Et le temps fait bien les choses avec la nouvelle constitution, avec la nouvelle démarche, avec la nouvelle aussi Assemblée nationale, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, cette expérience passionnante. C'est important aussi de commencer par l'administration, d'intégrer cette réforme donc au niveau des différents partis politiques. Et vous avez remarqué et vous avez noté que cette loi, malgré les difficultés, elle a été votée par 122. Tous les groupes parlementaires ont voté cette loi. Et pour nous, c'est rare que des textes fondamentaux soient votés par une majorité aussi large. Donc, le temps nous a permis, avec la pédagogie, avec l'appui, avec ces séminaires, nous a permis aussi de faire passer le message. C'est l'Union européenne, c'est Expertise France, c'est la Banque mondiale, c'est l'OCDE, c'est les acteurs nationaux, donc tous les départements ministériels aussi, qui ont commencé, qui ont eu l'audace, si vous permettez-moi le terme, de prendre et de s'engager dans ce projet-là. On avait commencé par le ministère de l'Agriculture, l'Emploi, l'équipement, et donc c'était les départements les plus importants. Et il y a des cadres donc, en dehors du ministère des Finances qui sont appropriés ce projet et qui ont commencé, qui ont eu donc une expertise aujourd'hui qui nous est très utile. Mesdames et messieurs, notre pays est aussi engagé dans une voie dynamique de changement majeur visant principalement l'amélioration du fonctionnement de l'économie en général, de l'environnement des affaires. Notre objectif, c'est la stabilisation. Nous sommes dans une situation post-transformation, disons post-2011, avec tout ce qui s'est passé. On espère que cette réforme-là va nous aider aussi à stabiliser notre cadre macroéconomique. Nous avons commencé par les finances publiques. Vous avez signalé les difficultés que nous avons. Nous sommes passés d'un endettement de 40% à un endettement qui est supérieur à 70%, qui a atteint des taux très élevés, aidé par le glissement du dinar. Nous avons 73% de notre endettement, c'est un endettement en devise. Donc, toute augmentation du taux, donc toute baisse au glissement du dinar, il a des effets très importants sur l'encours de la dette. Cette année, l'année dernière, nous avons pu maîtriser notre déficit primaire. La contribution du déficit primaire dans l'augmentation du taux d'endettement n'a été que de 1 point, alors que le glissement du dinar, sa contribution dans le taux d'endettement était de 9%. Donc vous voyez que même si on fait un effort au niveau des finances publiques de maîtrise des déficits, du déficit primaire, mais aussi du déficit en général, déficit donc public, du déficit du budget de l'État, nous avons besoin de stabiliser le cadre macroéconomique. Et le cadre macroéconomique, donc, c'est l'ensemble des indicateurs et plus particulièrement, je prends l'exemple qui a un effet sur le dinar, c'est donc le déficit courant, le déficit extérieur. Et là, c'est un travail sur la croissance, c'est un travail sur les différents secteurs, c'est un travail sur l'environnement extérieur pour trouver les devises ailleurs, pour ne pas emprunter, pour mettre à la disposition, emprunter des devises pour mettre à la disposition de l'économie les devises nécessaires. Donc là, aujourd'hui, l'État se finance pour financer le déficit, mais aussi pour
augmenter nos avoirs en devises ou permettre aux entreprises d'avoir les devises nécessaires. Donc, c'est la stabilisation de ce cadre macroéconomique qui est nécessaire pour la Tunisie aujourd'hui pour améliorer d'une manière satisfaisante et d'une manière dans le cadre d'une perspective à moyen terme qui est l'enjeu des différentes réformes. C'est le fonctionnement de l'État, c'est l'environnement des affaires. Et notre objectif majeur, c'est de répondre à ce qui a été demandé par ceux qui ont assuré le changement de 2011. C'est les couches défavorisées, c'est les régions reculées, c'est le développement régional. Et là, c'est la croissance inclusive dont on a besoin. Et là aussi, on n'a pas fait réellement, on n'a pas réussi beaucoup de choses parce qu'on n'a pas l'enveloppe et on n'a pas, c'est pas seulement la volonté, c'est un problème aussi d'enveloppe au niveau des finances publiques parce que la reprise et l'investissement dans ces zones, c'est essentiellement le secteur public. Et là, on a des difficultés pour y aller. On a des difficultés au niveau de la mise en place des projets d'infrastructure. On a un retard énorme. On a des difficultés aussi pour trouver les ressources nécessaires pour que ces jeunes-là, dans ces régions-là, trouvent la formation qui va leur permettre soit de réaliser leurs projets, puisqu'on n'a plus la possibilité de faire des recrutements dans la fonction publique. Et là, c'est l'environnement des affaires et cette croissance inclusive qui tarde à venir. Et dans ce cadre aussi, d'un mouvement de réforme, nous ouvrons pour faire de notre administration un vecteur de développement intégré, ce qui repose sur une nouvelle vision de la gestion publique orientée vers les résultats, la recherche de la performance en contrepartie d'une responsabilisation accrue, une redevabilité incontournable et une transformation et transparence affirmée. Le 31 janvier, vous l'avez indiqué, donc date de l'adoption de la loi organique du budget par le Parlement, avec cette majorité que je viens d'indiquer. Effectivement, sur les 122, il y a 122 qui ont voté pour, une seule voix contre, et ça, c'est une performance très importante. C'est une date marquante pour la Tunisie, pour le secteur public, et porte une véritable innovation dans la gestion du budget de l'État. La dite loi est pour la Tunisie une constitution financière, visant premièrement une gestion financière et budgétaire rénovée qui favorise une meilleure performance de l'action publique, basée sur une comptabilité générale permettant d'améliorer la lisibilité des comptes, offrant une meilleure évaluation du patrimoine et permettant à l'État de mieux rendre compte de son actif. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on va avoir une comptabilité comme celle des entreprises. Donc une comptabilité à partie double. Ce n'est pas facile, l'équipe travaille sur ça. On va faire en sorte, premièrement, de faire l'inventaire. Aujourd'hui, l'État, donc si vous regardez le registre, on en a beaucoup. Ils disent que l'État tunisien dispose d'un patrimoine assez important. L'expérience française nous est très utile. On est en train de discuter un peu du cadre théorique sur la normalisation, mais pour mettre en œuvre cette réforme, c'est une réforme très importante et on a besoin de cette expertise et de patience. Je remercie ici les experts comptables qui nous accompagnent, et tous les experts, que ce soit de la Cour des comptes, mais aussi les universitaires qui font un travail extraordinaire dans le cadre des commissions. Deuxièmement, un cadre budgétaire plus transparent, sincère et exhaustif permettant d'éclairer le Parlement et les citoyens à travers une meilleure transparence et une amélioration de la qualité de l'information qui leur sont données. Ici, permettez-moi tout d'abord d'éclaircir quelque chose. Ça ne veut pas dire que les budgets de l'État, les statistiques que l'État tunisien et le ministère des Finances, les cadres du ministère des Finances présentés avant, n'étaient pas sincères. Ça, et au moins, je dois rendre compte à tous ceux qui ont travaillé dans ce département-là, c'est Hamed Gadour, Abdelk Saadawi et toute l'équipe. Depuis 2011, nous sommes parmi les premiers pays qui ont intégré la base qui a été l'NSDD. Et là, c'est une norme internationale. Je me rappelle que moi je craignais qu'à partir de 2011, peut-être qu'on aura quelque part un chiffre qui est passé, c'est 0,5% dans un taux d'endettement, 1% dans une dépense.
heureusement que tous les chiffres ont été jugés sincères par tous les ministères et par tous ceux qui ont essayé de trouver des différences par rapport à ce qui a été réalisé. Donc, ce n'est pas un problème de sincérité de ces chiffres-là. Le ministère des Finances, ses comptes sont sincères, tant mieux. C'est depuis, au moins, c'est quelque chose de solide sur lequel on peut continuer à travailler. Et troisièmement, une maîtrise des finances publiques et une meilleure soutenabilité budgétaire à travers une discipline budgétaire portée sur un cadrage budgétaire à moyen terme et du contrôle rénové. Et là, c'est le fond de cette réforme. Réellement, ce sont les éléments les plus importants parce que ce dont on a souffert ces dernières années, c'est le fait de commencer sans visibilité, de commencer des projets sans visibilité, sans réellement se fixer les priorités, sans que les départements aient la main sur leurs priorités. Parfois, on fait des coupes. On était obligé en 2017 de faire des coupes très importantes dans le budget de certains ministères. C'est par contrainte, je m'en excuse. Donc, c'était au mois de septembre, on a fait, je crois, des coupes pour 0,5% du PIB. C'était difficile, ce n'était pas justifié. On n'avait pas le temps pour la pédagogie de la réforme. On a fait avec Zohair, avec Dorsaf et avec quelques-uns qui sont dans la salle, mais on était contraint. On ne pouvait pas accepter un taux de déficit supérieur à 6,1 réalisé en 2016. Donc, si on était dans une logique de gestion budget par objectif, on ne pouvait pas le faire et surtout, on n'arriverait pas à des situations où on serait obligé de faire ces coupes-là. Donc, ce qui est important, c'est d'intégrer dans le cadre de cette gestion budgétaire par objectif ces deux paramètres, la soutenabilité et l'équilibre budgétaire, mais aussi la réalisation du projet en fonction des priorités sectorielles. Si on arrive à consacrer tout ça dans le cadre d'un équilibre budgétaire à moyen terme qui prend en considération l'évolution du cadre macroéconomique, on va faire des merveilles ensemble, même avec le peu de moyens, même sans vraiment une croissance extraordinaire. Et là, le scénario de base, on a travaillé sur le potentiel possible de croissance. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que avant 2011, le potentiel de croissance de la Tunisie était de 7%. Et on se disait que si on arrive à lever les verrous qui empoisonnaient la situation donc du cadre et au niveau de l'environnement des affaires, tout le monde, tous ceux qui étaient là, on en discutait ensemble, on aurait pu réaliser les 7%. Aujourd'hui, beaucoup de difficultés sont accumulées, sont ajoutées, mais faire les 5%, les 4,5%, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est possible, c'est faisable, et c'est sur la base de ce scénario de base que nous travaillons aujourd'hui, et c'est possible de le réaliser. Et vous allez avoir assez d'argent, je parle à ceux qui représentent les différents ministères que je salue ici. Par cette loi organique, c'est lancé aussi, c'est un défi à relever pour notre pays, une opportunité à saisir pour transformer nos modes de gestion et garantir l'efficacité de l'action publique. Cette loi organique nous amène à conduire des chantiers à la fois techniques mais aussi managériaux pour un État performant. Nous avons pu réussir ensemble pas mal d'étapes et nous veillerons à ce que nous réussirons ensemble les travaux restants. À la fin, je voudrais réitérer au nom du gouvernement et en mon nom propre toute notre gratitude pour les appuis multiformes que nos partenaires techniques et financiers, principalement l'Union européenne, ne cessent d'apporter pour le développement économique et social de notre pays. Je conclurai mon propos en vous souhaitant à vous tous un bon travail et en vous remerciant de votre aimable attention. Merci beaucoup.